Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Elle est gynécologue obstétricienne et crée en 2016 la Maison des femmes qui vient en aide à toutes les femmes vulnérables et victimes de violences. Rada Hatem sera avec nous dans le Grand JT. Avec elle, on abordera bien sûr la question essentielle de l'éducation à la sexualité de nos enfants. Permettre à chacun de développer ses facultés dans les apprentissages, c'est la mission que s'est donnée Pédagovie à travers des outils et du coaching. Guillaume Bousquet, son fondateur, répond aux besoins de chacun. Enfin, dans sa chronique, Guillaume Ouattara nous emmènera faire un tour dans les pays qui sortent du lot en termes de bien-être de l'enfant. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec la généralisation du SNU qui devrait être bientôt annoncé. Oui, le service national universel concerne pour l'instant les jeunes qui sont volontaires, qui se portent volontaires avec des périodes d'engagement volontaire, des périodes civiques. Eh bien, d'après le magazine Politis qui dévoile en exclusivité ces informations, le dispositif devrait être élargi dans les prochains mois pour toucher quasiment tous les jeunes de seconde et puis de première CAP. Le coût de cette généralisation, il est estimé tout de même à 2 milliards d'euros pour permettre sur le temps scolaire aux jeunes d'avoir des périodes de SNU. Le SNES FSU détaille, lui, la généralisation de ce dispositif qui devrait se faire d'abord dans 6 départements, le Cher, les Hautes-Alpes, les Vosges, le Finistère, la Dordogne et le Var, avant de toucher d'ici 2024-2025 tous les jeunes de classe de seconde. Alors, le SNES FSU s'y oppose fortement et il ne mâche pas ses mots. Le syndicat explique que les jeunes ont besoin d'école, pas d'un dispositif de domestication qui dévoile les symboles de l'armée qui dévoie les symboles de l'armée au profit d'un projet politique qui vise une fois de plus à affaiblir l'éducation nationale. Affaire à suivre donc. On poursuit avec une interview du ministre Pap Ndiaye dans les colonnes de Sud-Ouest qui fait un bilan intermédiaire de sa feuille de route. Oui, Pap Ndiaye continue à marteler sa feuille de route et à présenter un petit peu les premiers éléments de bilan. Dans les colonnes de Sud-Ouest, il s'est confié sur un certain nombre de points chauds du moment. Le premier, c'est celui de la santé mentale des jeunes. La semaine dernière, il était plutôt confiant. Cette semaine, le ton a changé. Pap Ndiaye explique que la santé mentale de nos élèves est un vrai problème. Il a été accentué par la crise sanitaire et face à cela, notre système de santé scolaire est en crise. Le ministre annonce une augmentation du recrutement des personnels infirmiers, psychologues et un manque cruel de médecins scolaires. Autre point clé, l'éducation sexuelle. On va en parler dans quelques instants. Le ministre, il veut faire appliquer la loi de 2001 avec des séances d'éducation à la sexualité du CP à la terminale. Enfin, il confirme également les augmentations pour les enseignants et la volonté de renforcer les fondamentaux des élèves. On poursuit avec les suites de l'affaire de cet enfant de 7 ans qui terrorise ses camarades à Plan-de-Cuc. Oui, on en parlait ici il y a 2 semaines. Des coups, des insultes, des bagarres. Un petit élève de 7 ans sème la terreur depuis quelques semaines à Plan-de-Cuc. Les parents, ils menaçaient de bloquer l'établissement lundi. Eh bien, ils ont été entendus. Le jeune homme ne pourra pas faire sa rentrée comme prévu. Il n'a pas pu faire sa rentrée hier. Il ne pourra faire sa rentrée que le 6 septembre. Le temps pour le rectorat de trouver une solution. Rappelons que 4 enseignants se sont déjà cassés les dents sur ce poste puisque le garçon sème la terreur. Un accompagnant pour élèves handicapés est déjà présent 12 heures par semaine, insuffisant pour les parents d'élèves. Une mère de famille témoignait sur RMC et BFM TV des souffrances de sa fille qui lui parle des violences qu'elle subit. Une délégation de parents d'élèves devrait être reçue très prochainement par le rectorat. On poursuit avec un acte de vandalisme dans une école maternelle de Brétigny-sur-Orge. Bureaux et ordinateurs renversés, poubelles vidées, peintures déversées sur les tableaux et même portes enfoncées. Voilà la triste situation qui s'est produite samedi soir dans la maternelle Louise Michel de Brétigny-sur-Orge. C'est le Parisien qui décrit dans ses colonnes le chaos qui règne désormais dans cette école. Un groupe de jeunes qui n'a toujours pas été interpellé s'est en fait faufilé dans l'établissement avec la volonté de tout cassé. Un tag a été trouvé, celui du 91 240. C'est la ville voisine de Saint-Michel-sur-Orge. On peut donc imaginer qu'il s'agit d'une sorte de rivalité bête entre des villes. Le maire, Nicolas Méhari, maire de la commune, a expliqué une partie des tags ont déjà été effacés, mais il y a beaucoup de dégâts. Nous ne sommes pas encore certains d'être prêts à temps. Rappelons que la rentrée aura lieu la semaine prochaine et l'école pourrait rester fermée. Pour terminer, Guillaume, vous allez nous parler d'une étude qui permet enfin de répondre à l'une des interrogations majeures des parents. Pourquoi nos enfants sont plus sympas avec les autres adultes qu'avec nous? Enfin,
C'est ce que vous dites. Oui, et bien en tout cas, c'est les fruits d'une étude relevée par le site Psychologie et qui a été en tout cas révélée par Vanessa Lobu, professeure de psychologie et spécialiste du développement de l'enfant dans Psychologie Today. Pourquoi nos enfants peuvent-ils se comporter comme des anges pour les étrangers mais se transformer en petits diables lorsqu'ils rentrent à la maison? Eh bien, l'auteur est allé fouiner dans certaines enquêtes et elle explique qu'en réalité, si les enfants se comportent mieux avec les autres adultes qu'avec leurs parents, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils sont en bonne santé mentale. Elle revient en fait sur une étude qui a été réalisée dans les années 60 où l'on laissait des enfants dans une pièce avec leur mère, puis la mère partait, ce qui crée de l'anxiété du côté des enfants. Et s'ils étaient épanouis et bien dans leur tête, quand la mère revenait, ils se sentaient finalement en confiance et ils pouvaient agir normalement. À l'inverse, les parents qui n'ont pas les enfants qui n'ont pas un bon équilibre, eh bien, sont plutôt indifférents à la présence ou à l'absence de leurs parents. Donc voilà de quoi rassurer les pères et les mères qui nous regardent. Si vos enfants sont des tornades à la maison, c'est normal. Merci beaucoup Guillaume. La fondatrice de la Maison des Femmes, Rada Hatem, également gynécologue et obstétricienne, est notre invitée dans la question du jour. C'est tout de suite. Rada Hatem, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Vous avez créé la Maison des Femmes à Saint-Denis en 2016. Et cette maison prend en charge toutes les femmes, on dit vulnérables et victimes de violences, mais c'est bien plus que ça et on va en parler ensemble. Une maison qui les écoute, les répare, les aide, toutes les formes. On va parler de l'importance de l'éducation pour prévenir justement ces violences dont sont victimes les femmes. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour sur votre parcours, un parcours qui me touche particulièrement. Pour préparer cette émission, j'ai écouté de très nombreuses interviews de vous, des interviews formidables à la fois sur l'engagement personnel, sur l'engagement évidemment, j'allais dire professionnel, c'est même plus professionnel dans ce stade-là, mais en tout cas votre engagement de manière générale. On peut dire que vous êtes une force tranquille, une détermination. C'est joli, ça. Oui. En tout cas, c'est ce que vous dégagez. Une détermination à toute épreuve et toujours dans la bienveillance, dans le respect. Comment vous expliquez justement cet engagement sans faille que vous avez eu tout au long de votre vie et que vous continuez d'avoir auprès des femmes? À quel moment ça a démarré? Je dirais que c'est auprès des femmes parce que je suis gynécologue. J'aurais été pédiatre, ça aurait été auprès des enfants. J'aurais été andrologue. Je ne sais pas si j'aurais aimé être andrologue, peut-être pas. Mais je pense que, les humains sont malmenés par la vie. Ils ne sont pas préparés à la violence qu'ils peuvent rencontrer, au deuil, à plein de choses qui les percutent et on voit bien que ça fait mal à tout le monde. Et quand on n'est pas du tout accompagné, on voit que ça peut détruire un individu. Donc ça m'a toujours intéressée de voir comment... Alors, à travers mes patientes, bien sûr, ces épreuves de vie, ces événements traumatiques étaient gérés. Et j'ai une longue carrière, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup consulté, je me suis occupée de beaucoup de femmes. Et ça m'a vraiment interpellée, ce côté vulnérable, malgré tout, quel que soit votre statut social, quelle que soit votre famille. Et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait tenir. Alors, c'est des sujets compliqués, c'est des sujets qui n'intéressent pas tout le monde. Et donc, j'ai vite compris que si je voulais arriver, il fallait pas que je lâche. Il fallait que je reste un petit peu avec la méthode du disque rayé. On répète gentiment, on reformule, jusqu'à arriver à convaincre. Toujours gentiment. Ça sert à rien de braquer les gens. C'est la meilleure manière, finalement, de faire passer les choses. Quand on voit, par exemple, Dernière Rénovation qui agit avec force pour l'écologie, pour l'environnement, est-ce que votre méthode, elle est inverse ? Pas inverse, elle est aussi déterminée, mais je pense qu'il faut tracer son sillon en douceur, surtout sur des sujets comme ça qui sont clivants. C'est-à-dire que les gens vont dire « mais non, c'est pas vrai, toutes les femmes sont pas victimes d'eux », les hommes vont dire « mais moi je suis bienveillant ». Chacun va y aller de sa petite protection, et c'est humain. Mais petit à petit, en fait, il faut amener les gens à regarder autour d'eux, à s'interroger, à se dire « après tout, elle a peut-être pas tort ». D'autant plus que parler de violence et agir violemment, ça ne fonctionne pas, effectivement. C'est vrai, c'est un peu contradictoire. Rada Hatem, vous êtes née au Liban, vous avez fait vos études de médecine en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'être une femme en France, c'est une chance ? Ah mais très clairement.
Je suis absolument ravie de pouvoir vivre en France. Je mesure combien les pays qui étaient proches du mien, donc Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, Turquie, sont des pays qui ne sont pas du tout gentils avec les femmes. Et même s'il y a des femmes puissantes dans ces pays-là, ça reste une minorité et ça reste des exceptions. Donc je pense que vivre en France est quand même ça permet beaucoup de possibles qui ne le sont pas ailleurs. Et ce que j'aimerais, toutes les femmes ne peuvent pas venir vivre en France, mais ce qui serait bien, ça serait que la liberté, malgré toutes les limites dont nous disposons ici, puisse être transposée ailleurs. On souhaite effectivement. Alors ce projet dont on parlait, la Fondation des femmes, vous proposez plus qu'un simple centre de gynécologie, vous y faites de la prévention auprès d'un public jeune, tous les âges bien sûr, mais aussi d'un public jeune. Vous avez un centre dédié aux mutilations sexuelles dont on parle peu en France, voire très très peu. Lorsque j'évoque ce sujet-là, beaucoup de gens me regardent avec des yeux en me disant que ça n'existe pas du tout ici. Vous pouvez me donner un chiffre juste pour que les gens qui nous regardent comprennent à quel point c'est effectif en France? Aujourd'hui, les statistiques disent que 125 000 femmes victimes de mutilations vivent en France. Elles n'ont pas forcément été mutilées en France, mais elles y sont. Et forcément, ça fait partie aussi de nos patientes. Alors, cette maison des femmes dont vous vous occupez, on parle de violences donc, sexuelles, on vient de le dire, mais aussi sexistes, intrafamiliales. Toutes les violences, les formes de violence existent. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent davantage vous voir, ou vous voir en priorité, plutôt que d'aller à la police, finalement, plutôt que d'aller voir les agences Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, ce que vivent les femmes, c'est quelque chose qui les met mal, mais dont elles n'arrivent pas toujours à exprimer ce que c'est. C'est parfois compliqué de faire reconnaître à une femme que, en fait, oui, elle est dans un couple violent, elle est dans une relation toxique, que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas de la jalousie, et qu'elle ferait mieux de partir. Mais ça prend du temps. Et donc parfois les femmes viennent nous voir pour dire je suis pas bien, il se comporte comme ci, comme ça, quand j'ai pas envie de faire l'amour il le fait quand même, mais elles ne formulent même pas le mot viol. Et donc nous on va les accompagner à bien comprendre, et ce n'est qu'après qu'elles seront peut-être enclines à aller à la police. Donc ça se passe bien en amont. Peut-être, et même d'ailleurs vous faites venir, il me semble, un policier une fois par semaine. Tout à fait. Mais aller à la police, même à la maison des femmes, elles ne sont pas forcément prêtes à déposer plainte, même quand c'est facile, quand c'est sur site, quand c'est des policiers bienveillants. Donc c'est vraiment un travail, on appelle ça de psychoéducation, parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de vivre. Alors, je parlais de la prévention auprès de publics scolaires. On vient donc à la question de l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, ces cours sont obligatoires à l'école. Le ministre Pap Ndiaye en a reparlé justement dans un article dans Sud-Ouest récemment. Ces séances à raison de 3 séances donc annuelles du CP à la terminale, donc à peu près de l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de, alors entre 16 et 18 ans en gros. C'est une loi qui existe depuis 2001 mais qui n'est pas appliquée. Comment est-ce que c'est possible? Comment vous l'expliquez? Mais je pense que le sujet dérange. Je pense qu'il n'est pas consensuel parce que chacun l'interprète à sa façon. Certains parents vont imaginer qu'on va apprendre les positions sexuelles à leurs enfants, le Kama Sutra. D'autres. Et ce serait embêtant ou pas? On parle tout simplement de sexualité de manière générale. Mais non, ça serait pas embêtant. Mais la vraie vérité, c'est qu'on parle de plein d'autres choses et pas que de posture sexuelle. Et d'autres vont penser qu'on va les encourager à se masturber, que ça va favoriser l'homosexualité. Enfin, il y a plein de tabous dans la tête des parents. Et en regard, les directeurs d'établissement sont assez frileux, parce qu'il y a eu des expériences un peu douloureuses, comme les ABC de l'égalité du temps de Madame Vallaud-Belkacem, et qui se sont fait retoquer parce que tout le monde avait peur. Donc les freins, c'est la peur de part et d'autre, donc finalement de ce qu'on ne connaît pas. Et deuxièmement, ça repose beaucoup sur des associations et des choses un peu bénévoles. Alors que ça serait beaucoup mieux si c'était un vrai programme intégré dans le programme scolaire et non pas c'est obligatoire, mais si tu veux pas y aller, tu y vas pas. C'est ça, un programme intégré et réalisé et validé par le ministère finalement de l'Éducation. Tout à fait. Et qui fasse partie au même titre que les maths. Aujourd'hui, les parents ont l'impression que les maths c'est obligatoire, mais ça, s'ils ne veulent pas, les enfants n'y vont pas. Et ça, c'est complètement fou. Mais alors, il faudrait une formation aussi pour les professeurs qui dispenseraient ces cours-là? Oui, les professeurs, eux, ne sont pas à l'aise et on les comprend, c'est pas forcément leur métier. Donc aujourd'hui, on s'oriente et
enfin, le ministère de l'Éducation a mis en place, et ça nous fait vraiment plaisir, un grand groupe de travail avec des associations et d'autres acteurs pour arriver à harmoniser le programme. Parce que le problème, ça serait que chacun irait prêcher pour sa chapelle. Ceux qui s'occupent du sida vont mettre l'accent sur le sida, ceux qui s'occupent de LGBT vont mettre l'accent sur LGBT. Il faut un programme, il faut des bases, il faut des outils communs. Et j'espère qu'avec ce groupe de travail, où nous sommes très heureux de figurer, on va arriver à ça. Un programme qui fait que les associations pourront, avec un prof, qui donc ne sera pas tout seul jeté dans la grande sauce de l'éducation à la sexualité, mais accompagné par des gens qui ont l'habitude, et c'est beaucoup mieux pour les élèves. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème aussi lié à la religion qui peut faire peur, pour aussi bien toutes les religions qui sont représentées en France, où parler de sexualité, c'est encore tabou, et parler de violence, ça l'est aussi? Mais on aligne les tabous. Toutes les religions sont en difficulté avec la sexualité. Il n'y en a aucune qui prône le désir et le plaisir des femmes, soyons clairs. Et effectivement, elles ont toutes pour objectif que les femmes soient tranquilles, sages, fidèles. Tranquille, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'elles n'aient pas de désir, qu'elles n'aient pas d'envie, qu'elles n'aient pas envie de quitter leur foyer, la fidélité, le mariage, les enfants. C'est ça que prône... Alors, évidemment, c'est la paix sociale, mais les femmes n'ont peut-être pas toute envie de ça. Et donc, c'est un frein terrible, parce que beaucoup de gens vont se cacher derrière leur religion pour dire « Ah mais non, moi mon enfant n'ira pas parce que c'est une porte ouverte sur quelque chose que je ne veux pas pour lui ». Au lieu de se dire « Mon enfant sera informé, il fera ses choix et il sera informé par des gens dont c'est le métier ». Quand on voit aujourd'hui le boom des écoles privées, beaucoup plus d'enfants sont inscrits en école privée parce qu'il y a effectivement une école publique qui est un petit peu défaillante ou clairement défaillante aujourd'hui, avec des profs qui sont absents, des profs qu'on comprend, qui n'en peuvent plus pour toutes les raisons qu'on connaît, des problèmes de reconnaissance, aussi de salaire et autres. Et donc effectivement une école publique qui peut faire peur à certains parents et donc une école privée qui voit ses effectifs augmenter. Est-ce que ce problème-là peut aussi arriver? C'est-à-dire que mener les enfants vers des écoles privées, certes, beaucoup sont formidables, mais ce problème, c'est des dérives religieuses aussi qui arrivent et donc d'éducation à la violence qui est aussi là. Mais je pense qu'il y a une crispation un peu communautaire qu'on observe plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 45 ans. Quand je suis arrivée en France, ce n'était pas du tout le cas. Et ça favorise effectivement ce repli sur je vais être formée avec ma communauté, dans ma communauté. Et c'est vraiment dommageable parce qu'on n'arrête pas de ghettoiser la France, alors qu'on devrait aller vers une mixité sociale beaucoup plus équilibrée. Quand on parlait à l'instant de l'éducation sexuelle en fait à l'école, vous disiez aussi c'est à la fois évidemment la société dans son ensemble qui doit être repensée et puis les parents qui peuvent être un peu frileux, un peu inquiets de ce qui est proposé. Est-ce que c'est la formation des parents qui doit se faire même avant même la formation finalement de nos enfants? Je pense qu'il faut rassurer les parents. Il faut leur expliquer de quoi on va parler et pourquoi c'est bien pour leurs enfants. Mais peut-être qu'eux ne le savent pas non plus, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas eu de cette formation justement. Non, ils ne le savent pas et ils ont beaucoup de fantasmes. Et c'est pour ça que je trouverais aussi intéressant qu'on rencontre les parents en début d'année pour leur expliquer de quoi on va parler. Ils rencontrent bien le prof de russe, le prof d'anglais, le prof de je sais pas quoi. Ils pourraient rencontrer ces profs. C'est des expériences que j'ai faites de temps en temps et notamment avec une policière parce que les parents, ils ont quand même peur pour leurs enfants. Donc quand on leur explique les dangers du porno, les dangers de tout ce qui est cyberharcèlement, ils comprennent. Et je pense qu'effectivement, ce seraient les meilleurs alliés si on arrivait à les convaincre que ces sessions sont bénéfiques pour leurs enfants et non pas dangereuses. Vous parlez de la pornographie, justement, parlons-en de l'impact du porno chez les jeunes. Un tiers des enfants de 12 ans ont déjà été exposés au porno, alors volontairement ou pas. On ne le sait pas. C'est un grand mystère d'ailleurs toujours. On essaie de trouver des chiffres là-dessus. C'est tout à fait différent en fonction des avis, des pensées, des articles. Bon. Il y a un autre chiffre qui est 100% de la classe d'âge de 14 ans a vu du porno, souvent involontairement. Hein. Et sont-ils conscients que ce qu'ils voient n'est pas la réalité? Déjà. Mais non, pas du tout. C'est bien tout le danger du porno. C'est-à-dire qu'un adulte qui consomme du porno parce qu'il va y chercher des sensations, c'est probablement que c'est du cinéma, que ce sont des acteurs. Les enfants, ils croient que c'est la vraie vie. Et du coup, ils passent leur temps à se comparer, évidemment à leur défaveur, parce que leurs membres ne sont pas aussi longs, ils n'éjaculent pas autant de sperme, ils ne peuvent pas avoir 25 orgasmes à la minute. Et ça contribue à les déprimer. Donc, si personne ne leur explique que c'est
métier du cinéma, que les actrices, quand elles sortent de là, elles ont mal, elles ont des bleus, elles n'ont pas choisi, que parfois on les a prises par surprise, sans aucun jeu de mots, ça remet un peu les pendules à l'heure quand même. Vous disiez que les parents, a priori, savaient que ce n'était pas forcément la réalité. Lorsqu'on voit aujourd'hui des réseaux comme Instagram ou TikTok ou autres, on se rend compte finalement que les parents eux-mêmes imaginent des frustrations par rapport à leur propre vie. Ils se disent moi je ne suis pas toujours en vacances, moi je ne suis pas filtrée comme cette jeune fille qui n'a pas de rides alors qu'elle a 70 ans, je n'ai pas cette vie de milliardaire alors que chacun ses envies. Voilà. Finalement, on se dit nos enfants ne sont que à l'image de ce que l'on vit et de ce qu'on transmet aussi comme frustration ou comme imaginaire. C'est clair. C'est clair que les réseaux rendent tout le monde très malheureux. Mais s'en extraire c'est une addiction très très difficile à combattre. Le porno, c'est un aller simple, selon vous, vers les violences sexuelles? Ou c'est un raccourci de dire ça? Non, je pense que c'est un aller simple, parce que le modèle aussi de scénario qui est présenté, ce sont toujours des viols. En fait, les enfants visionnent à longueur de temps des scènes de viol qui leur font croire que c'est ça le sexe. Et surtout, qu'une fille, ça dit non, parce qu'on lui a appris à dire non, mais qu'en fait, c'est ça qu'elle veut. Et c'est ça que je trouve de plus triste. Mais oui, parce qu'ils se disent, oui, c'est sûr, elle va dire non, parce qu'elle n'ose pas dire oui. Parce qu'une fille bien, ça ne dit pas oui. Mais moi, je sais, en fait, elle veut. On me l'a dit, mes potes me l'ont dit, je l'ai vu sur YouPorn, donc j'y vais. Je m'en fous qu'elle ait dit non. Donc du coup, le consentement n'a aucune valeur. On peut dire non, 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 puisque l'autre, il entend oui, oui, oui. C'est plié. Quand vous dites la pornographie, ce sont des scènes de viol, c'est dans le sens où la femme a toujours une position de soumission? Oui. Elle a toujours une position de soumission. Elle est très souvent déguisée en petite fille. Et donc, c'est non seulement du viol, mais c'est aussi la promotion de la pédocriminalité. C'est-à-dire, les petites filles, c'est mieux encore. Et parfois les petits garçons, d'ailleurs. Donc, toutes ces choses qu'on transmet comme ça insidieusement sont extrêmement dangereuses. L'accès au site pornographique en France nécessitera bientôt l'installation d'une application. Bonne nouvelle. Alors justement, voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Afin de prouver sa majorité pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement souhaite instaurer justement ce dispositif dès le mois de septembre pour empêcher donc les enfants d'accéder au contenu d'adultes. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça va vraiment empêcher les enfants d'y aller? J'espère. Après, je ne sais pas comment ça va être mis en application. Est-ce qu'on peut truquer, prendre la carte d'identité de son grand frère? Forcément. Voilà. Ça va être sûrement un frein, parce qu'aujourd'hui, un enfant de 8 ans, 6 ans, en cliquant malencontreusement sur un mot, chat ou n'importe quoi, peut se retrouver inondé. Et on a des témoignages de parents d'enfants tout petits qui disent mais depuis qu'il a vu ça, il ne va pas bien du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Donc oui, quand même. Question sur le droit à l'IVG. Le droit à l'IVG, on ne pensait absolument pas qu'un jour il serait remis en question. Pourtant, les États-Unis l'ont fait. En France, on a reposé la question. Jamais je n'aurais imaginé, j'ai 45 ans aujourd'hui, jamais j'aurais imaginé qu'on puisse reposer, ne serait-ce qu'une seule fois, la question, remettre en question cette possibilité. Ça a été fait. Désormais, on est en passe effectivement de constitutionnaliser, je vais y arriver, ce droit. Est-ce qu'on envoie un message fort aux femmes avec cette constitutionnalisation? On envoie c'est très symbolique. Je ne pense pas que la constitutionnalisation va changer l'accès réel à l'IVG. Après, ne faisons pas d'amalgame. Quand on va aux États-Unis, on est parfois à New York assailli par des laissez-les-vivre et des no choice qui vous montrent des fœtus ensanglantés, des trucs horribles. Ce n'est pas des choses qu'on a fréquemment en France. Par contre, on sait très bien qu'il y a une frange de la population qui a toujours trouvé que l'IVG était contraire à des valeurs religieuses et qu'elle était inacceptable. Mais en fait, ce qui nous sauve quelque part en France, c'est que les femmes elles-mêmes savent que c'est peut-être une des plus grandes avancées qui leur a été offerte, parce que, avec la contraception, c'est enfin la possibilité... Et le droit de vote? Et beaucoup de choses en fait. Et oui. Le droit à travailler. Oui, bien sûr. Mais... On sent que les femmes ont été quand même vraiment brisées. Mais imaginez par exemple, vous avez un enfant tous les 10 mois, comme pouvait l'avoir votre arrière-grand-mère. À quoi ça vous sert d'avoir le droit de vote, le droit de faire des études, vous n'irez jamais jusqu'au bout, le droit de travailler, vous serez systématiquement en congé maternité. Donc c'est la base, c'est de choisir quand et comment je vais avoir des enfants. Et ça, je pense que les Françaises l'ont définitivement intégré, adopté, et à mon avis, elles ne se laisseront pas marcher sur les pieds. On est peu de femmes dans le monde à avoir cette chance-là et de l'avoir en plus intégrée, effectivement. Ouais. Vous recevez beaucoup à la Maison des Femmes, beaucoup de jeunes, je le disais. Beaucoup de jeunes, quand elles viennent, elles sont complètement désemparées. Elles viennent dans quel état? Elles viennent pour de l'aide, à la fois, j'imagine, sur le plan purement de la santé et aussi sur le plan mental?
Oui, une jeune qui vit par exemple avec un petit ami violent, toxique, mais dont elle est très amoureuse et pour lequel elle est prête à accepter plein de choses, ben, elle ne va pas aller bien, parce qu'elle est sous emprise, elle est contrôlée en permanence. Parfois, il l'amène à faire des choses tout à fait détestables, comme de se prostituer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit se banaliser, la prostitution des mineurs. Donc, elles ne vont pas bien. En France? Oui. En France et puis en banlieue et même dans les quartiers plus glamour. Et donc, elles ne vont évidemment pas bien. Donc, on va s'occuper de leur santé mentale, on va s'occuper de leur santé physique, de leur contraception. Elles ont parfois besoin d'avorter. Elles sont parfois dépassées les délais d'avortement parce qu'elles peuvent en parler à personne, parce que dans leur famille, ça va être violence, coups, etc. Et donc, elles ont vraiment besoin d'un accompagnement spécifique. Pour bien accompagner les femmes dans nos sociétés, vous le disiez, hein, c'est un aspect humaniste, il faut bien accompagner aussi les garçons du même âge. Est-ce que certains viennent vous voir tout naturellement ou est-ce que vous arrivez à aller vers eux pour leur parler tout simplement ? Alors, les plannings familiaux, nous sommes un centre de planification familiale, sont ouverts aux garçons. Ce n'est pas exclusif. Mais ils sont très peu nombreux à pousser la porte, sauf quand ils ont besoin de préservatifs. Ils viennent comme ça, surtout quand on voit Maison des femmes, peut-être que... Mais même quand ça ne s'appelle pas Maison des femmes. Par contre, nous allons vers eux au travers de nos interventions scolaires. Et nous allons vers eux vers autre chose que j'aime beaucoup faire, qui est d'accueillir une classe entière à la Maison des femmes. Et là, ils viennent filles et garçons. Et du coup, les garçons plongés dans ce monde... Alors, on est très pédagogue, on a mis partout des parcours de femmes, des photos de femmes avec ce qu'elles ont fait dans la vie. Et donc, on voit qu'ils regardent, qu'ils réfléchissent. Et je pense que ça les impacte encore plus. Dernière question, j'ai été très marquée car vous avez raconté dans un entretien avoir été à la rencontre d'hommes condamnés pour violences sexuelles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces hommes ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ils ont manqué de formation eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient des garçons qui toujours vous racontent cette même histoire. Pardon, j'ai un côté un peu, parce que je suis lasse d'entendre toujours ça, mais bah oui, mon père me faisait ça, donc en fait j'ai reproduit le schéma. C'est toujours cette même excuse qui ressort. Alors ça, c'est vrai pour les violences même éducatives. C'est-à-dire, mon père m'a tapé et grâce à lui, je file droit. S'il ne m'avait pas tapé, mon Dieu, je serais devenu un délinquant. Quelle phrase, grâce à lui, je file droit. Mais c'est ça. Et donc, moi, je vais taper mes enfants. Déjà, on commence mal. Et puis, mon père tapait ma mère. Donc, enfin, c'est normal. Les hommes doivent taper les femmes parce que les femmes, vous connaissez ce proverbe, bat ta femme une fois par jour. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Elle le sait. Je trouve ce proverbe d'une violence inouïe. Mais tellement vrai pour beaucoup de femmes dans le monde. Mais oui, mais surtout pour beaucoup d'hommes qui se disent, mais oui, elle a sûrement fait un truc. Donc, c'est pas grave si je la tape. Elle a sûrement parlé au boucher, fricoté avec le facteur, que sais-je. Ne serait-ce penser que je n'étais pas un homme bien. C'est ça. Et surtout, ce qui est frappant chez ces hommes, c'est qu'ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Et donc, ils ont l'impression qu'être viril, c'est ça. Être un homme, tenir sa femme, c'est ça. Et ils sont terrorisés. Ils me disent tous, mais ma femme, elle est plus intelligente que moi. C'est elle qui porte le pantalon dans la famille. Je suis obligée de me défendre. Et c'est terrifiant, en fait. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'aller les voir, justement, ces hommes ? Ah, mais je ne vais pas les voir parce que ça m'apporte quelque chose. Ces hommes, quand ils n'ont pas commis quelque chose d'assez grave pour aller en prison, ils doivent suivre une semaine de probation. C'est un peu comme vous avez perdu tous vos points au permis. Ça ne m'est pas arrivé, mais on m'a dit qu'on vous projetait des trucs je ne sais pas encore. d'accidents horribles, voilà, pour vous décourager de téléphoner au volant ou de boire ou de fumer des trucs pas possibles et de percuter des gens. Et donc, ils sont obligés de passer une semaine avec des associations, avec un procureur, avec des gens qui leur expliquent pourquoi la violence, c'est mal, quel impact ça a sur leurs femmes, quel impact ça a sur leurs enfants, et comment eux-mêmes pourraient, à un moment où ils sont submergés par la violence, faire un pas de côté, trouver une ressource qui leur permette une désescalade. Ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. On ne leur a jamais appris. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons à leur rencontre, dans ces semaines de formation, éducation. Pour clore la boucle de notre échange, vous me disiez en tout début justement de discussion que finalement, on vient dans ce monde sans formation. On ne sait pas, on n'a pas appris à être humain, à être dans une société, à se comporter comme il le faudrait. Est-ce que l'école est faite pour ça. Devenir citoyen, c'est vrai que c'est ce qu'elle permet, ce qu'elle apporte. C'est cours d'éducation à la sexualité, mais aussi c'est peut-être des cours beaucoup plus philosophiques et qui nous permettraient de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionnent toutes nos émotions.
Je pense que l'école est un endroit merveilleux qui devrait s'occuper de ça, parce que beaucoup de parents sont débordés, dépassés, et se disent c'est mon boulot et en même temps n'y arrivent pas. Donc c'est pas déshonorant. Après, l'école peut pas tout faire, et je pense qu'il faut absolument une alliance entre les parents et les enseignants. Mais oui, à l'école, on peut apprendre l'éthique, on peut apprendre la morale, on peut apprendre tout ce qui est éducation civique, on peut apprendre les émotions, on peut avoir des cours d'empathie en Suède, donc pourquoi pas en France. Puis à s'ouvrir l'esprit peut-être, ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Complètement, à discuter, à débattre et à ne jamais rien tenir pour acquis. Merci mille fois, Radha Hatem, d'avoir été avec nous. Quel plaisir de vous recevoir dans le Grand JT d'éducation. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes qui vient en aide donc aux femmes vulnérables et victimes de violences. Cette Maison des Femmes, on peut la retrouver où? On la retrouve à Saint-Denis, dans l'enceinte de l'hôpital de La Fontaine, qui est l'hôpital de Saint-Denis. Et puis aujourd'hui, il y en a 14 qui sont disséminés sur le territoire, à Paris, en région parisienne, à Marseille, à Reims, bientôt à Rennes, etc. Donc oui, heureusement, elles font des petits. Vous avez besoin de bénévoles? Tout le monde a besoin de bénévoles. On peut aller... moi, je suis là si vous avez besoin de moi. Sachez-le. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAC sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAC sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Guillaume Bousquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes formateur pédagogique et créateur d'outils de pédagogie, outils qu'on voit certains ici, pour les troubles de l'apprentissage. Vous avez créé Pédagovie. Exactement. Avec un joli jeu de mots. Racontez-nous la genèse du projet. Eh bien, j'ai enseigné pendant 13 ans comme professeur de français en collège, en lycée également. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des outils, j'ai découvert des éclairages sur les difficultés de mes élèves. Et puis, il a été temps, à un moment donné, d'arrêter mon activité en classe et puis de me tourner vers les enseignants pour transmettre ce que j'avais d'une part découvert et ce que je commençais à expérimenter aussi en accompagnement individuel. Alors, on va être concret tout de suite. Les outils donc, sont ludiques, vous le disiez, pour aider donc, à la concentration. Concentration, mémorisation, mais aussi les facultés purement scolaires comme la lecture, l'écriture, le calcul. L'idée, ça va être d'aller chercher un petit peu les compétences préalables aux facultés scolaires en elles-mêmes, qui se situent surtout au niveau du corps finalement et du mouvement. Donc la pédagogie propose un programme qui s'appelle Rééducation, qui est un programme qui prend l'apprenant dans son intégralité, pas seulement sa tête, mais aussi son cœur et son corps, donc ses émotions, la dimension relationnelle et surtout aussi le mouvement. Donc par exemple pour un dyslexique ou un dysorthographique, le mouvement va être très utile? Voilà, on va travailler par exemple sur l'association du mouvement et du rythme. Et il y a des études d'ailleurs qui montrent, une étude de l'INSERM qui montre que quand on travaille sur
le rythme, eh bien, on améliore les difficultés de lecture, y compris pour les enfants qui sont diagnostiqués dyslexiques. Donc avec tous ces petits objets qui sont là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous pouvez me faire... Alors, je vais prendre par exemple, ce programme qui s'appelle programme Multimove ici, commence par des sacs de sable. On va travailler par exemple au niveau de l'écriture, ne serait-ce que sur la préhension, sur l'ouverture et la fermeture de la main pour améliorer la tenue du crayon. Et puis après, on va travailler sur la coordination, sur ce qu'on appelle la latéralité, donc c'est-à-dire la prise de conscience de sa gauche et de sa droite, et aussi le passage de la ligne médiane, c'est-à-dire mes yeux vont passer cette ligne imaginaire qui sépare ma gauche de ma droite. Voilà, on va travailler sur la coordination, on va faire différents exercices qui vont travailler aussi sur la mobilité oculaire, par exemple. Et ça, c'est avec les sacs, avec les balles, on va travailler aussi sur le rythme, parce que quand je vais faire rebondir la balle, comme ça, vous entendez tout de suite le rebond. Imaginez qu'on a tous une balle et qu'on la fait tous rebondir en même temps. Eh bien, il va falloir qu'on cherche à la faire rebondir en même temps. On va donc développer l'écoute. Et la concentration passe, par exemple, par l'écoute. Vous faites très bien le bruit du rebond, je trouve. Non, mais c'est passionnant parce que, notamment sur les sacs, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'avais le stylo, ça me faisait mal, j'avais la main recroquevillée, etc. Ça peut aider à détendre un peu les doigts, quoi. Tout à fait. C'est exactement comme ça que je travaille aussi, c'est d'aller libérer les différentes tensions qu'il peut y avoir au niveau musculaire, au niveau des membres, en fait, finalement, d'apprentissage, pour pouvoir ensuite travailler vraiment sur la compétence en elle-même. Comment on identifie justement ces troubles d'apprentissage? Parce que pour certains enfants, c'est assez manifeste, assez clair tout de suite, et pour beaucoup d'autres, je crois la plupart, en fait, c'est très diffus. Alors ça, c'est assez complexe, c'est certain, et puis on a tendance à très rapidement mettre une étiquette quand on est parfois parent, parce qu'on s'inquiète, quand on est enseignant aussi parce qu'on s'inquiète, parce que l'apprentissage est compliqué, et on a tendance parfois à mettre une étiquette assez rapidement, et on se dit, oh, il doit être 10, il doit être 10, voilà. Alors qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de faire vraiment la part des choses entre les vrais troubles d'apprentissage et puis les symptômes des troubles d'apprentissage. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des symptômes de troubles d'apprentissage qui pour autant n'ont pas de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie, etc. Et c'est pareil pour le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, le TDAH. On peut aussi avoir tendance face à un enfant qui bouge beaucoup de penser que ça y est, il est TDAH, alors qu'en fait, il y a peut-être simplement besoin de travailler son exposition aux écrans, son alimentation, qu'est-ce qu'il ingurgite comme sucre, comme colorant, etc. Et pour ces enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, en général, vous savez à quoi c'est dû? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont clairement dus, par exemple, au manque d'activité physique, à l'alimentation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont expliquées? Alors, si on parle des symptômes, en tout cas des troubles d'apprentissage, on peut mettre en lumière beaucoup de facteurs. Ouais. La difficulté, c'est que c'est multifactoriel, mais ce qui est évident, c'est qu'on voit dans l'évolution sociétale des 50 dernières années, clairement une disparition, ou en tout cas une diminution forte du mouvement chez le petit enfant et même chez le jeune enfant. L'enfant est moins dehors, est moins dans les arbres, il touche moins des matériaux nobles comme la terre, le bois, le métal, etc. Il est beaucoup plus exposé au plastique, qui est neutre. Donc les perceptions sensorielles sont moins développées. Or, les perceptions sensorielles, les sens, sont vraiment un des fondements de tous les apprentissages scolaires. Là, on parle d'enfants qui ont des troubles de l'apprentissage ou qui ont des symptômes de troubles d'apprentissage. Mais il y a aussi des enfants qui ont un parcours classique, qui n'ont pas donc ces troubles-là. Est-ce que, en revanche, vos propositions ludiques, votre projet, leur permet d'être encore meilleurs? Oui, c'est vraiment l'idée. C'est à la fois... Il y a prévenir aussi. Il y a en amont prévenir les difficultés. Il y a aider les personnes qui ont vraiment des difficultés reconnues, diagnostiquées, et puis, ou non diagnostiquées d'ailleurs. Et puis, il y a les élèves chez qui tout va bien, mais chez qui on peut finalement augmenter les performances cognitives. Et c'est un programme, la rééducation est aussi un programme de développement des performances cognitives et scolaires. Être assis toute la journée dans une classe, c'est contre-productif? Totalement. Aujourd'hui, on le sait, les neurosciences sont claires, c'est que la position assise est la plus mauvaise à partir du moment où elle dépasse 30 minutes. Donc, il va falloir, en tant qu'enseignant, mais même en tant que professionnel qui accueillons un enfant en séance individuelle, le faire bouger. Et j'ai des orthophonistes, par exemple, qui me contactent en me disant j'ai des difficultés parce que mes petits manquent de concentration pendant les séances. Enfin, mes petits, c'est le terme un peu pour les plus jeunes. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est que j'ai du mal à faire mon job d'enseignant ou de professionnel de la rééducation parce que la difficulté attentionnelle, elle est bien là. Donc, plus de sport à l'école, l'un des combats d'ailleurs de Papendiaï, du ministre Papendiaï, l'activité physique qui serait plus présente, c'est un excellent allié de l'apprentissage? Oui, à condition qu'on fasse l'activité physique de manière structurante. C'est-à-dire que si c'est juste pour bouger, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, l'idée, par exemple, dans le programme Multimove avec les balles et les sacs, c'est qu'on va solliciter les différents systèmes sensoriels de l'apprentissage
ensemble, parce qu'on sait aujourd'hui que quand des neurones s'activent ensemble, ils se connectent ensemble. Donc il ne s'agit pas seulement de faire bouger pour faire bouger, il s'agit aussi d'exposer au mouvement libre, d'enrichir la multiplicité des perceptions sensorielles, et puis de travailler aussi notamment sur le rythme, le rapport au corps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sur l'espèce d'uniformisation, le fait qu'il y ait un collège unique, pas de collège professionnel, qu'on force un peu à marche forcée les élèves à être dans un truc très scolaire, alors que peut-être que certains voudraient être en plein air, se former dès la 6e à des métiers manuels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler là-dessus? Tout à fait. C'est une orientation qui doit être, à mon sens, privilégiée aujourd'hui. C'est de prendre en compte l'apprenant tel qu'il est, dans sa globalité, ses centres d'intérêt, et puis ne pas oublier que, par exemple, l'enfant à partir de 12 ans, donc qui rentre dans cette phase d'adolescence cérébrale, parce qu'on peut discuter l'âge du début de l'adolescence, mais environ 12 ans d'un point de vue cérébral, à ce moment-là, l'enfant, il a autre chose à faire d'un point de vue du développement de ses compétences et de sa personne, de son identité, que d'être assis sur une chaise à entendre parler de Zola ou de Flaubert. Tous les enfants. Il a quoi d'autre à faire? Il a quoi d'autre à faire? Il a à relever des défis. L'enfant a besoin d'être exposé à la vie, à la vraie vie, et de pouvoir expérimenter que ce qui fait sa force, ce qui fait la force de l'adolescence, c'est la capacité à relever des défis incroyables. Et c'est pour ça que chaque civilisation va toujours de plus en plus loin. C'est parce qu'à l'âge adolescent, eh bien, cet individu a la possibilité et n'a aucune barrière, aucune limite, et veut toujours aller plus loin, et c'est comme ça qu'on évolue. Mais lire Zola, ça peut permettre aussi justement de relever ses défis. Moi, je le retarderai juste un tout petit peu. Ah oui, vous le feriez plus tard? Je retarderai, je privilégierai le rapport à la Terre, le rapport, les relations. On sait aujourd'hui, grâce à plusieurs recherches en neurosciences, qu'on développe, on augmente son quotient intellectuel quand on améliore ses capacités relationnelles. C'est-à-dire apprendre à résoudre un conflit, à s'autoréguler, à se contrôler, ça augmente le quotient intellectuel. Pour des enfants qui ont entre 12 et 14 ans. La vraie question, c'est est-ce que Einstein était un homme sociable? C'est ça la question, finalement. Non, mais on ne va pas y répondre, évidemment, c'était une blague. Vous avez été enseignante de français, hein, vous l'avez dit, pendant combien de temps? 13 ans? 13 ans. 13 ans. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Alors j'en retiens plein de bons souvenirs déjà, beaucoup de richesses au travers de ce que les enfants m'ont apporté. Et puis des difficultés aussi, parce que quand on quitte son établissement scolaire le soir et qu'on rentre et puis qu'on repense à ces classes et qu'on se dit mais il y a un tiers des élèves que j'ai réussi à capter un petit peu, j'ai réussi à les faire progresser, puis il y a un tiers je peux rien faire, j'ai pas le temps de m'occuper d'eux, puis il y a un tiers, mais en fait ils ont déjà quasiment compris avant que j'ouvre la bouche, et je peux pas non plus les faire progresser, en tout cas pas dans un système frontal. Eh bien il y a une sorte de désillusion et puis de découragement qui se met en place, et c'est ça qui ici à un moment donné m'a poussé à aller plus loin et à dire mais qu'est-ce que je peux moi mettre en place. Alors on s'évertue beaucoup, hein, je connais beaucoup d'enseignants qui donnent leur maximum, qui font beaucoup et qui pourtant se fatiguent, et c'est là tout le besoin aussi de la formation, de l'accompagnement et puis de la réflexion à avoir sur le collège unique, sur même les apprentissages fondamentaux, parce que moi je forme beaucoup d'enseignants et notamment sur les apprentissages fondamentaux, parce qu'apprendre à lire et à écrire c'est fondamental, mais il faut savoir bien lire, bien écrire, et ça se fait pas n'importe comment. On a su le faire et c'est comme si on avait un peu perdu ce savoir-faire aujourd'hui, et c'est pour ça que moi aussi j'ai développé des pédagogies, quoi. Quand vous parlez de la formation des enseignants, vous le faites sur quel temps justement, parce que les enseignants sont pris par l'école. Tout à fait. Et on dit tout le temps qu'ils sont tout le temps en vacances, donc on va pouvoir prouver par A plus B que non. Les enseignants se forment généralement le mercredi, hein, c'est la plupart, en tout cas quand c'est des formations en interne ou dans le cadre de la formation continue, ils se forment le mercredi, mais ça c'est pour les formations en tout cas organisées dans le cadre de la formation des enseignants. Et moi, dans les formations que j'organise moi-même, tout public, j'ai beaucoup d'enseignants qui viennent sur leur temps personnel, que ce soit pendant les vacances scolaires, le week-end, pendant les grandes vacances également, et sur fonds propres aussi. Donc, chapeau. Merci beaucoup Guillaume Bousquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Pédagovie, des outils pour faciliter les apprentissages. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est à vous, cher Guillaume, tout de suite, c'est votre chronique Vue à l'étranger. Guillaume, aujourd'hui, vous avez des envies d'évasion. Oui, la chanson disait partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner. Les To Be Free. Voilà, j'avais ça en tête toute la journée et je me suis dit, tiens, et si on changeait de vie? Et si on partait? Et si, comme 1,6 million de Français, on partait s'expatrier à l'étranger? Ça fait rêver hein, de se dire qu'on va tout plaquer, quitter une vie parisienne morne et grise pour, pourquoi pas Milan, pourquoi pas Istanbul, pourquoi pas le Pakistan, bref, une destination un petit
peu original pour changer de vie. Et si ce projet vous trotte en tête, Virginie, et vous qui nous regardez, il y aura peut-être un choix qui va peser dans la balance. C'est celui de savoir si votre enfant, si vous en avez, va être heureux dans votre nouvelle vie. Eh bien, ça tombe bien. Le Courrier international met en avant une enquête de la BBC sur le choix de la destination en fonction du bonheur des enfants. Et on est obligé de leur faire écouter To Be Free ou pas? Oui, je sais pas, j'avais ça en tête. C'est ma chanson un peu de départ, quoi. Bon, donc pour rebondir sur Courrier international, effectivement, c'est vrai que l'actualité française est parfois anxiogène pour les enfants. Est-ce que la France figure dans ce palmarès? Eh bien, évidemment que non. La France n'est pas l'un des 5 pays où il fait bon vivre pour les enfants. Malheureusement, il y a encore du chemin à faire, que ce soit sur le niveau scolaire, puisque ça compte, que ce soit sur la criminalité aussi parfois. Non, le pays où il fait le mieux vivre pour le Courrier international et pour la BBC, c'est bien le Japon. Premier pays, puisque c'est les pays où les enfants sont le plus en sécurité. Même en plein Tokyo, les enfants vont à l'école tout seuls dès qu'ils ont 6 ans. Personne ne s'inquiète parce qu'il n'y a aucune raison de l'être. Témoignage de Mamie McGag, qui est née à Tokyo et qui vit maintenant à Londres. Ça fait rêver. C'est les parents qui disent ça ou c'est les enfants en fait? Qui témoignent? C'est les parents, évidemment, c'est les parents. Oui, parce que je trouve ça bizarre d'avoir la sécurité en avant. Oui. D'accord, donc le Japon qui fait rêver. C'est dans le prisme des parents, évidemment. On ne sait pas si les enfants sont très heureux au Japon. Il y a quand même un système scolaire qui est parfois un petit peu rigide, exactement. Mais en attendant, c'est aussi un pays qui a le meilleur système d'éducation du monde, selon des évaluations de l'OCDE. Et puis, il a aussi le niveau le plus bas d'obésité infantile et des pollutions de l'air ou de l'eau qui sont très faibles. Et il y a aussi des congés parentaux rémunérés de 12 mois pour chacun des parents. Bref, le bonheur. Oui, c'est ça, tout le monde rentre dans ce petit cadre, hein, comme ça, on pense que tout est bien. D'accord. On s'attend également aussi à voir ressortir les pays du Nord, évidemment. Mais oui, l'Estonie, la Finlande, c'est 2 pays qui figurent en très bonne place dans le classement. D'abord l'Estonie, l'air est peu pollué, les enfants montrent des meilleures compétences en mathématiques et en sciences et de meilleures aptitudes pour la lecture que n'importe quel autre pays occidental. 100 jours de congé maternité, 30 jours de congé paternité et 475 jours de congé parental payé à fractionner entre les 2 parents. Bref, autant le dire qu'on est bien, qu'on peut prendre le temps d'élever ses enfants. En Finlande, on met en avant plutôt les espaces verts, très pratiques pour les enfants, même quand ils sont situés en plein centre-ville, nous dit Adledine dans le Courrier international, toujours un Britannique qui est régulièrement en Finlande. Les parcs sont bruts, très naturels, ils ressemblent à une vraie forêt. C'est un bon point positif pour les enfants qui sont en contact direct avec la nature. Eh bien, on a quand même quelques-uns de nos voisins européens dans ce palmarès, pardon. Oui, ça peut être surprenant, mais l'Espagne, alors c'est pas le pays qui viendrait en premier dans les questions de bien-être, de par notamment un certain nombre de crises économiques ces dernières années. Eh bien, en Espagne, on souligne le fait que 80% des enfants disent se faire facilement des amis. C'est la culture un peu méditerranéenne, le franc-parler, le lâcher-prise. Oui, c'est vrai. Vous m'avez fait, je parle même pas français, moi. Vous m'avez fait. C'est vrai, bon, j'ai un petit souci avec les accents. Et puis, les enfants sont très bien intégrés aussi à la vie sociale des parents. Laurie Zaino, qui a quitté Chicago pour Madrid il y a 15 ans, explique: ici, on peut emmener un enfant partout, au resto, au bar. Voir une famille se promener à minuit avec un jeune enfant, c'est considéré comme parfaitement normal. Et s'il est bruyant, personne ne s'en plaint. Autant vous dire que ça change de la France où dès qu'on voit un enfant dans le train, on quitte le wagon. Et dernier pays où il fait bon vivre alors pour les enfants? Eh bien, ce sont les Pays-Bas, tout premier rang de la santé mentale des enfants. Ils vont bien, ils se sentent bien. Troisième place pour les compétences. Sur 10 adolescents, 9 ados sur 10 déclarent satisfaits de leur vie et 8 sur 10 disent se faire facilement des amis. Et puis, autre point non négligeable, c'est les aides sociales. Il y a des sous pour les parents aux Pays-Bas. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers et cette semaine, elle reçoit Jessica Ouara. Est-ce qu'il y a un moment marquant, triste ou joyeux? Plutôt au lycée, en terminale. J'étais en terminale scientifique à Rambouillet, parce que j'étais en formation à Clairefontaine à l'époque, à l'INF. T'es partie à 15 ans de chez moi. Ok. Classe de seconde alors? Ouais, seconde. Et en terminale, j'avais une classe avec beaucoup de redoublants. Et je pense que c'est la meilleure année scolaire que j'ai passée de ma vie. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et là, tu continues de toujours... Il y en a quelques-uns avec qui j'ai encore contact, parce que franchement, on a fait des choses exceptionnelles. J'ai un ami à moi qui est venu avec son kimono dans la classe à défier le prof de philo à faire un combat de karaté.
On était dans les couloirs du lycée, on a ouvert la porte, c'est une autre classe qui est en train de regarder un film dans le noir et il y a un ami à moi qui est venu avec son sabre en disant « je suis ton père ». Enfin, c'était bêtises sur bêtises, quoi. Des petites bêtises gentilles. Oui, mignonnes. Mignonnes, marrantes et en même temps, je me suis éclatée. Et je pense qu'on est 90% de la classe à avoir eu une note bac, quoi. Mais... Et là, tu continues d'avoir des très bonnes notes et d'être exigeante? Je pense, ouais, que je suis très exigeante dans... Encore à ce moment-là? Oh, ouais, parce que, en fait, la condition pour que j'aille à Clairefontaine et que je parte de chez moi si tôt, c'était que la scolarité suive. Que le foot, c'était bien, mais qu'il fallait que ma scolarité suive. Donc en fait, pour rendre fiers mes parents et pour respecter le contrat entre eux et moi, il fallait qu'à l'école, ça file droit, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un prof préféré? Un prof préféré forcément beaucoup mes professeurs de PS, je les aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup faire du sport. Mais ce qui m'a plus le marqué, c'est au collège, chez mes professeurs de langue et notamment d'espagnol. Ils m'ont fait vraiment aimer les langues. Et c'est pas donné à tout le monde, il y en a que plutôt c'est l'inverse. Et moi, en fait, mes profs d'anglais, surtout mon prof d'espagnol en 3e, 4e, m'a beaucoup fait aimer les langues, ouais. Et l'espagnol en particulier. Tu parles couramment? Non, l'anglais plus, parce qu'au final, avec le foot, avec les joueuses étrangères avec qui j'ai joué, on parlait essentiellement beaucoup anglais, donc ça m'a permis de pouvoir continuer à le parler. L'espagnol, trop peu de gens hispaniques autour de moi, donc j'ai quelques notions, mais quelques notions. Tu dirais qu'en dehors du sport, c'est l'espagnol qui était la matière préférée? Oh ouais, c'est ça. Et la matière cauchemar? La philo. Oh. Pourquoi? Parce que j'ai eu un prof qui, en fait, au lieu de nous faire aimer la philo, en fait, on passait notre temps, en fait, tout le cours, il écrivait au tableau, mais vraiment, hein, il écrivait au tableau et on recopiait, tout le cours. Ah oui, il n'expliquait pas? Il n'y avait rien, mais vraiment, il écrivait au tableau. Et on devait recopier. Horrible. Et du coup, il ne m'a pas fait du tout aimer la philo. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Jessica Ouara-Domo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, à demain. Tout de suite, c'est le ZAP, le meilleur de School TV. Vous parliez d'un soutien financier, il y a aussi un soutien pédagogique? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on met ça en place notamment avec l'école du Louvre et avec les écoles d'architecture. Donc, en première année, parce que là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il pouvait y avoir des fragilités structurelles, un peu, des jeunes qui sont passés par les stages d'égalité des chances. Et donc, pour renforcer, en fait, le succès de ces jeunes, notamment en première année, parce qu'on sait que la marche peut être assez haute pendant cette première année qui est décisive et qui peut provoquer après des décrochages, évidemment. On a mis en place du tutorat pour les élèves de première année. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un tutorat qui a été mis en place au tout début en fait, du programme, seulement pour les élèves des stages égalité des chances. Et au fur et à mesure, en fait, l'école du Louvre l'a généralisé pour l'ensemble des élèves de première année. Donc on voit que voilà, c'est un modèle qui fait Flores aussi. Et pour les écoles d'architecture, il y a aussi du tutorat et du monitorat. Donc soit avec des professeurs, soit avec des jeunes étudiants. Donc qui viennent là aussi un petit peu aider ces jeunes qui sont en première année en école d'architecture. On a ce personnage, Max, très attachant, qui a ce syndrome de Tourette, qui a un humour absolument dévastateur. Une des grandes questions du livre, ce qui est aussi une des grandes questions de l'adolescence, et la grande question de Max, c'est le rapport à la norme. Il n'arrête pas, quand il lui arrive une tuile, de dire, mais est-ce que, dans une tuile, notamment dans ses relations avec les autres, de dire, mais est-ce que c'est à cause de ma maladie? Ouais. Ouais, bah oui, mais ça, je pense que c'est un principe d'adolescence, effectivement. Mais même quand on n'est pas malade, on voilà. se dit, est-ce que c'est mon apparence? Est-ce que je suis trop grand? Est-ce que je suis trop gros? Est-ce que je suis trop petit? Est-ce que je me suis mal exprimé? On a tous un problème quand on est adolescent, on a tous un souci. Et lui, effectivement, il ramène tout à sa maladie. Ouais, c'est une façon quand même de faire écran aussi avec... et puis de se trouver des excuses. Il se trouve 2-3 excuses. Ouais. Néanmoins, c'est un autre thème d'actualité qu'on croise, le harcèlement, l'humiliation, on le surnomme la mitraillette, le stroboscope. Ouais. Alors là, je ne me suis pas éternisé, effectivement, sur tout ce qui concerne le harcèlement, parce qu'il y a énormément de livres qui traitent le sujet. Enfin, il est là quand même, en filigrane. Ouais, il est en filigrane. On sent que lui, voilà, il longe un peu les murs. Hein. On sent qu'il n'est pas forcément à son aise. Mais voilà, je ne me suis pas trop éternisé là-dessus. Mon sujet, c'était vraiment, effectivement, le moment où il va prendre les devants, il va se dire bon bah voilà, il y en a qui arrivent à s'en sortir, pourquoi pas moi, et donc il va prendre des initiatives pour essayer que son quotidien soit moins difficile.
Hexagone, qui porte visiblement bien son nom, a été créée en 2020. Elle forme à Bac+5 des experts et des expertes, j'ose espérer, de l'ingénierie numérique, de l'IA et de la cybersécurité. Le plus, pour vous, c'est d'utiliser des logiciels et des technologies d'entreprises françaises et européennes pour pouvoir former ces futurs talents. Oui, c'est vraiment l'objectif et c'est l'ADN et la colonne vertébrale de l'école. C'est que des écoles d'informatique, vous en avez un certain nombre en France et on se rend compte finalement que tous les programmes sont globalement orientés autour des technologies américaines, des outils américains, des services. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, on a une ingénierie française qui est bien connue, qui est réputée. Nous avons des entreprises, des startups, des entreprises un peu plus établies qui sont leaders sur leur marché, souvent méconnues, mais pourtant leaders. Elles ont des choses à proposer. Et si on parle de souveraineté, notamment économique, on parle des souverainetés des compétences et donc on parle de souveraineté numérique. Et donc il fallait un cursus, je pense, qui puisse adresser ces technologies-là pour former les jeunes, mais aussi les salariés, puisqu'il y a aussi la partie formation professionnelle, pour pouvoir créer des parts de marché pour ces entreprises françaises et ainsi avoir un cercle vertueux sur le marché domestique, donc en France, et y compris à l'export. Anaïs, comment la Fondation aide justement à l'insertion professionnelle? Parce que c'est vrai que c'est déjà super d'intégrer ces écoles magnifiques, mais après, le plus dur reste à faire. Comment vous êtes accompagnés? En fait, pendant les études, on est accompagné par une bourse financière déjà qui nous permet en fait de poursuivre nos études dans un cadre un peu aisé, enfin pas aisé mais confortable disons. Ouais. Et en fait c'est ça qui nous permet de par exemple aller chercher des stages où on ne va pas s'inquiéter de partir de Paris ou de pas avoir d'argent. Ouais. Et moi par exemple ça a été le fait d'avoir cette bourse là et d'avoir trouvé un appartement grâce à la Fondation m'a aidé à oser faire des stages un peu ailleurs, quitter Paris. Et c'est en ça que... Pour avoir des stages, il faut avoir du réseau, puis il faut avoir du temps surtout. Donc si tu passes tout ton temps à travailler... Exactement. De ne pas s'inquiéter de devoir travailler les week-ends, etc. m'a permis d'avoir du temps libre pour créer mon réseau, créer ma communauté, parce que la famille, c'est aussi ça, c'est d'évoluer avec les gens qui ont notre âge et qui sont là en même temps. Et donc, la Fondation m'a permis ça. Et puis, on a un petit réseau entre anciens de la Fondation. J'ai le sentiment que c'est une grande famille maintenant. Oui, exactement. Protectrice des animaux, comme je prends mon rôle très à cœur, je vais vous parler d'une super appli qui permet de sauver des animaux oui, échoués. Vous l'avez dit. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver un animal échoué sur une plage. En France, ça arrive quand même assez fréquemment. Et quand ça arrive, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, si ça vous arrive, vous pourrez désormais télécharger l'application Blue Ice. Elle a été créée par 5 étudiants de l'école d'informatique InTech à Dax. Le principe, il est simple. Vous remplissez d'abord un questionnaire rapide sur l'état de l'animal que vous avez découvert. Est-ce qu'il est apeuré? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est très maigre? Est-ce qu'il a des difficultés à respirer? S'il est agressif, etc. Et selon la réponse et l'endroit où l'animal se trouve, eh bien l'appli appelle directement les pompiers ou le vétérinaire le plus proche. Et donc ça permet de raccourcir la chaîne des secours, de ne pas avoir à appeler soi-même, et puis surtout de tomber directement sur la bonne personne, c'est ça l'idée? Exactement, et c'est en cela que c'est novateur. L'appli sera disponible dans les prochains mois sur Android. Les étudiants la peaufinent encore un petit peu. Et d'ailleurs, ils seront évalués sur ce projet pour valider en partie leur 3e année. Donc on leur dit bravo pour l'initiative et on espère qu'ils auront une bonne note. 15 000 postes à pourvoir aujourd'hui dans le domaine de la cyber en France, 75 000 à créer d'ici 2025. Pour vous, l'alternance, c'est le bon format pédagogique pour répondre à la pénurie? Alors, en tout cas, à partir de Bac+2, je pense que c'est le bon format pour 2 raisons. Un, on peut faire ce qu'on veut en école, avoir du 100% pratique, projet, être confronté aux meilleurs profs et aux meilleurs formateurs. Il n'y a rien qui va remplacer la confrontation à un incident réel, à une mission réelle. Et ça, finalement, peu importe le métier, qu'on soit pentester ou qu'on soit sur des métiers de gouvernance en cyber, ça ne va pas remplacer ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on parle souvent de cybersécurité au sens large. Finalement, les métiers de la cyber sont très spécifiques. Et donc, pour avoir quelqu'un qui est opérationnel day one, comme on dit, c'est-à-dire en sortie d'école, dès le 1er septembre, en général, l'entreprise a besoin de le confronter soit à des logiciels spécifiques, soit à des problématiques spécifiques, soit à une industrie spécifique, parce que c'est pas la même chose de faire de la cyber chez Sanofi dans la santé ou dans une boîte industrielle comme Alstom ou à la SNCF dans le rail. Et donc pour moi et pour nous à Oteria, c'est la bonne solution, d'autant que ça permet de créer, je dirais, un engouement, parce que la formation devient gratuite. Et ça, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, parce que ça nous permet d'aller chercher les meilleurs étudiants sans qu'il y ait de barrière.
C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume. Merci beaucoup. On se retrouve bien demain, évidemment, si vous le souhaitez. Vous pouvez retrouver aussi toutes les émissions en replay sur schooltv.com. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Ulysse Touré. Au son, Héloïse Merlin et Gauvin Bonizek. Au make-up, c'est Taï Sayad. Je dis make-up, ça fait tellement chic. Maquillage, tout simplement. Et à la rédaction, Agathe Delannoy et Emma Guessel. Très belle soirée à tous. Ciao.